Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, je suis Priska Ratouvnas. Je suis consultante diversité, équité et inclusion. Je suis présidente d'une librairie inclusive et aussi co-créatrice du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur. Alors, Les Enfants du bruit et de l'odeur, c'est quoi en fait? C'est un podcast qui est diffusé depuis le 22 février 2020, pardon, et il fait référence au discours de Jacques Chirac que vous allez pouvoir entendre. Le discours de Jacques Chirac. Voilà. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Donc c'est ce fabuleux discours de 1991 en fait qui a été très marquant pour moi. J'avais à peine 9 ans et je venais d'arriver en France. Donc à partir de là, je me suis dit tiens, c'est quelque chose qui m'est resté. Du coup, ma mère, elle a enlevé la télé. Donc depuis mes 9 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de télé à la maison, grâce au discours peut-être. Et à partir de là, en fait, j'ai décidé un peu plus tard, donc en 2019, de créer un podcast sur tout ce qui est discrimination au milieu scolaire et sur tout ce qui est tous les imaginaires, on va dire, racistes qui façonnent notre société et qui, en réalité, ont des gros impacts dès la toute petite enfance. Donc voilà. Le podcast, en fait, je le co-crée avec une amie, Ulrich, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pense fort à elle. Et j'aborde donc avec mes invités les problématiques liées aux discriminations, racisme que parents, enfants, adolescents vivent en fait durant tout leur parcours scolaire. Je récolte des témoignages depuis 2019 et au fil des épisodes, je décrypte les rapports que l'école entretient avec les familles racisées. Et on va analyser tout ce qui est mécanisme de stigmatisation, discrimination au sein de l'institution scolaire et aussi tout ce qui est... Le podcast va servir en fait à sensibiliser sur les problèmes de racisme, légitimer la parole en fait des personnes qui le vivent, penser les blessures et apporter des éléments de réflexion et des outils aux professionnels de l'éducation et à chaque individu, parce que il est quand même important de préciser que le racisme est un problème en réalité qui incombe à tout le monde. On devrait tous se sentir concernés parce qu'il en dit beaucoup sur la société dans laquelle nous vivons. Ça ne devrait pas être que des personnes racisées, des personnes perçues comme minorisées qui devraient s'en occuper. Tout un chacun devrait s'intéresser, s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui au sein de la société. Donc à partir de là, donc, j'ai créé le podcast. Je voulais du coup vous introduire Mélanie Wong, qui elle aussi... créer un podcast engagé. Ça part d'abord de nous en général, et puis après, ça touche un plus grand public. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Mélanie, s'il te plaît? Oui, alors merci beaucoup Priska pour l'invitation déjà. Je t'en prie. Moi, je m'appelle donc Mélanie Hong et je suis donc dans la vie productrice de podcasts. Donc, j'aide les marques et les entreprises, les associations, les institutions à créer leurs podcasts pour communiquer. D'un autre côté, j'aide les podcasteurs indépendants à développer leur podcast, le visibiliser, le monétiser. Et à titre personnel, j'ai mon propre podcast aujourd'hui qui s'appelle Asiatitude, qui est concentré sur les cultures et identités asiatiques. Mais dans mon histoire, en fait, alors c'est pareil, ça part un peu de moi, mais moi, je me suis jamais considérée comme engagée. Je me suis jamais considérée comme militante. Et il se trouve que j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate et j'avais une vie un peu... classique, même si c'est tout le monde n'est pas avocat, mais voilà, j'avais un peu une vie à 1000 à l'heure à Paris, et un jour je me suis posée, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'est
la personne que je suis, quelles sont mes valeurs, et je me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais. Et j'avais envie de lancer quelque chose de personnel, sans réflexion. J'avais pas cette réflexion ni de pédagogie, ni de discours, ni d'engagement, mais je voulais juste quelque chose qui me ressemble. Et donc j'ai commencé à interroger mes amis. J'ai pris mon smartphone et ça a donné un podcast qui s'appelait Melting Pot à l'époque. Et je me suis rendu compte que mes amis étaient pour la plupart en fait racisés, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, je disais issus de l'immigration. Et donc j'ai commencé comme ça en fait en les interviewant un par un de manière assez amateur pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi je voulais faire ce podcast. Alors ça, c'est devenu un podcast. D'entretien, c'est devenu un podcast. Et le podcast en fait s'adressait naïvement aux personnes racistes à la base. Moi, mon but, c'était de faire entendre... on était en 2017 et en pleine campagne présidentielle. Alors, malheureusement, on est encore un peu dans les mêmes conditions aujourd'hui. Mais en 2017, à ce moment-là, il y avait le deuxième tour, Marine Le Pen et Macron. Et j'avais envie de faire quelque chose qui donne un autre discours de ce qu'on entendait à la télé. Et donc, c'est pour ça que j'avais créé ce podcast en 2017. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes qui m'écoutaient n'étaient pas du tout les personnes racistes. C'était plutôt les personnes comme moi qui avaient envie d'entendre ce discours et de se retrouver quelque part dans les médias et d'entendre leurs histoires, parce que j'interviewais les personnes sur pourquoi leurs parents étaient venus en France, quelles étaient leurs langues à la maison, enfin vraiment leur double culture. Et je ne touchais pas du tout les personnes qui ne s'intéressaient pas à ces histoires. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai changé au fil du temps de public à qui je m'adressais. Et j'ai créé entre-temps 5 podcasts, ce qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, je me suis rapprochée de l'idée initiale et j'ai compris en fait quelle était cette démarche. C'était plus de comprendre mon identité, de la partager aux personnes qui se reconnaissaient dedans et aux personnes qui ne se reconnaissaient pas forcément, mais voulaient la comprendre ou la connaître. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Asiatitude, qui est un podcast qui interroge les Asiatiques en France sur leurs identités, leur culture, leurs histoires. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'en fait, dans ce que tu me racontes un petit peu, là, c'est vraiment parti d'une démarche assez personnelle où t'as touché un peu à tout, t'as essayé plusieurs modèles du coup, et t'as changé ton modèle, ton idée de base au fur et à mesure que t'as avancé, quoi. Oui. Et puis au début, en fait, j'étais dans une démarche de reconversion, puisque quand j'ai lancé mon premier podcast, donc Melting Pot sur la double culture, j'étais avocate en cabinet, donc je travaillais la journée. Et... Alors c'est pas comme Batman ou Superman, mais je travaillais la journée et le soir je me transformais en podcasteuse. Et donc j'interviewais mes amis dans des cafés. Le week-end, j'allais rencontrer des... Alors c'est vite passé par des personnes qui n'étaient plus mes amis, parce qu'au bout de 4-5 personnes, j'ai commencé à interviewer des personnes que je ne connaissais pas. Et donc j'avais cette double vie et mon but c'était de me reconvertir, mais le podcast n'était pas un métier à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs c'est toujours un sujet si c'est aujourd'hui un métier ou pas. Mais... moi c'était un petit peu aussi un peu par hasard, parce que du coup je vivais à l'étranger, je vivais au Vietnam, je travaillais au Vietnam, donc j'avais fait des études de psychologie à la base, j'étais directrice commerciale sur le marché asiatique. Et on décide de rentrer en France avec ma famille. Donc, on scolarise nos filles. Et dès le premier jour d'école, en fait, elles vivent une situation de discrimination. La maîtresse directe, elle la catalogue avec un enfant à problème. Je demande à la maîtresse, est-ce que ça s'est bien passé la première journée ? Elle me dit, qui est votre fille ? Je dis son nom, son prénom. Elle me dit, ah ouais, elle a... Donc, ouais, d'accord, ouais. Et au bout d'un moment... elle me dit que ma fille, en fait, aurait des problèmes à l'école, au bout d'un jour, en sachant qu'elle a sauté une classe et qu'elle aurait des difficultés. Donc, je dis, OK, un jour, vous voyez tout ça, alors qu'elle vient d'arriver. Donc, au fur et à mesure de l'année avance, et ça se passe de plus en plus mal avec cette enseignante qui met ma fille derrière un mur, carrément, qui lui parle très mal et qui a un discours assez raciste, quoi. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, mais je peux pas ne rien faire, en fait. Et je peux pas montrer à ma fille que je vais rien faire. Je discute avec d'autres parents un petit peu, et puis je me rends compte que c'est exactement la même chose que quand moi j'étais petite, que les choses n'avaient pas changé, que les discriminations étaient les mêmes, les préjugés pareils. Donc je discute de ça avec une amie qui me dit « Welcome back ». Non, ça n'a pas changé. Donc... Et je lui dis, attends, il faut faire quelque chose. Donc à partir de là, je ne voulais pas que cette enseignante puisse dire ce qu'elle voulait et qu'elle ait l'impression d'avoir le pouvoir. Donc j'ai fait un podcast et je lui ai bien dit que je faisais un podcast aussi, que ce qui se passait, je ne lui ai pas dit ça clairement, mais en fait ce qui se passait au sein de cette école allait sortir aussi à l'extérieur. Donc là, j'ai montré aussi un message à ma fille. Ça veut dire que non, on ne se laisse pas faire et on peut agir.
Donc c'est vrai que là, ça part d'une situation sur le racisme. Mais je pense qu'on peut s'engager sur beaucoup de choses à travers le podcast. Et je pense que c'est aussi un média qui est assez facile à la base. On n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances au début. Les premiers freins, ça va être nous-mêmes. Parce que c'est très compliqué. On se dit, ouais, on va se lancer. Mais est-ce que je suis assez forte ? Ça va être ridicule, les gens vont m'entendre. Est-ce que j'ai la bonne voix ? C'est pas mon métier. J'ai pas les codes. Donc on se pose plein de questions. Puis moi, c'était vraiment une urgence par rapport à la situation personnelle. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye aussi de faire quelque chose et qu'il fallait que ça se fasse assez rapidement parce que sinon ça allait en fait continuer comme ça pour ma fille tout au long de l'année, quoi. En fait, le podcast, ça a été un moyen pour toi de vaincre cette impuissance par rapport à l'école. Exactement. C'était parce que justement, dans le racisme, c'est que souvent, il n'y a qu'une seule et même personne qui a la parole et il y a qu'elle qu'on écoute. Du moins, un type de personne, même dans les médias aujourd'hui, vous voyez, il y a très peu de gens comme moi que vous entendez. C'est toujours les mêmes discours et pendant les élections, on a entendu plus souvent un type de discours qu'un autre. Donc je me suis dit non, en fait, je travaille pas à la radio, je vais pas pouvoir faire venir des journalistes sur des thématiques comme ça. On en parle de temps en temps en France et puis après on passe vite fait. Il faut un accident énorme, quelque chose d'horrible pour que les gens s'y intéressent. Donc je me suis dit non, je vais faire mon propre média et puis je vais faire en sorte en fait qu'on puisse en parler régulièrement et qu'on puisse en parler déjà avec les personnes concernées à la base. Et puis que ça puisse être diffusé dans les écoles parce que mes enfants sont comme des enfants comme tous les autres et elles ont le droit aussi à être protégées au sein d'un établissement. Et je pense qu'on est beaucoup, toi-même, je pense, de personnes racisées à avoir vécu ça en fait dès la toute petite enfance et ça ne s'arrête pas là. C'est une continuité, c'est une longue continuité, que ça soit sur les bancs de la fac, en entreprise, mais ça commence en fait au niveau du terreau, ça commence même dès la crèche. Donc voilà. Malheureusement, ça fait un peu peur. Et ce qui est bien, alors comme tu disais dans le podcast, c'est que c'est un média qui non seulement est assez accessible, c'est-à-dire que contrairement à la radio ou la télé ou d'autres médias qui peuvent être un peu plus institutionnels, on voit aujourd'hui que les créateurs de podcasts, ce sont des personnes comme toi et moi, qui n'ont pas forcément cette formation de journaliste. Et justement, il y a cette liberté en fait de prendre la parole parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Parce que c'est un sujet qui a un impact dans nos vies, que ce soit le racisme ou que ce soit l'orientation sexuelle ou que ce soit l'écologie ou le féminisme. Tout à fait. Parce qu'on voit aujourd'hui dans le podcast qu'il y a beaucoup de podcasts engagés et je pense que c'est pas un hasard en fait, c'est pas quelque chose de stratégique parce que ça marche, c'est pas parce que c'est des personnes CSP+ qui écoutent, ce qui est le cas. Mais c'est le cas. C'est aussi beaucoup parce que ceux qui prennent la parole à travers le podcast, c'est venu d'un cri du cœur à la base. Alors aujourd'hui que le podcast est un marché qui s'est un peu structuré depuis 4-5 ans, il y a des podcasts qui sont créés de manière un peu plus stratégique, mais podcasteurs indépendants, je ne sais pas si vous avez des podcasts ou vous êtes dans cette projection, c'est quelque chose où on peut tous le faire. Et on peut tous avoir un impact autour de nous, qu'il soit petit ou grand, à niveau local ou national. Ou mondial, pourquoi pas. Comme toi d'ailleurs, le tien, il y en a un qui est mondial, non ? Ah oui. C'est vrai que moi je suis écoutée à Singapour, aux États-Unis, et c'est ça qui est assez drôle en fait, parce que moi je regarde les pays parfois parce que je m'amuse à regarder, et je me dis mais il y a des gens qui m'écoutent là-bas au Brésil, des francophones en fait un peu partout dans le monde. Ouais, un peu partout dans le monde, et je suis quand même assez étonnée en fait, parce que je me suis dit c'était un truc qui est parti un petit peu d'un truc très personnel et ça intéresse beaucoup de francophones en tout cas un peu partout dans le monde. Après il faudrait voir aussi qui est réellement intéressé, qui écoute, parce que je suis un peu comme toi, à la base c'était vraiment parti pour se dire je fais des recherches parce que on a commencé par dire que c'était facile, mais ensuite c'est plus si facile que ça. Donc on fait des recherches parce qu'on se met la pression aussi. Au début, on fait un truc assez cool, mais plus ça va, et plus on se dit, non, il faut que ça devienne un peu plus professionnel. Donc on va faire des recherches, parce qu'après, en plus, un sujet qui est quand même un peu explosif, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce qu'on peut nous tomber dessus. Donc il faut que tout ce qu'on apprend en fait à faire en sorte que tout ce qu'on dit ait des sources. Il faut interviewer des personnes. Donc là, c'est pareil, apprendre à interviewer. Nous, on s'était rencontrés déjà dès le tout début, je pense. C'était dans quel... Pour le montage. Ouais, pour le montage, parce que je savais pas monter.
Donc j'ai enregistré, mais je savais plus comment. Enfin, donc je me suis dit tiens, il y a une fille qui a déjà un podcast et en plus c'est pas mal en fait. Donc je l'ai contactée et là on a commencé à faire une session de montage, enfin de formation sur le montage, parce qu'en fait quand on a un podcast, du coup, on s'occupe et des recherches et du choix de l'invité et de l'interview en elle-même et du montage derrière et de la diffusion sur les plateformes d'écoute. Donc on devient un peu un outil polyvalent à tout faire. Sur un média. Voilà. Enfin, ça, c'est quand on est indépendant. Oui. Donc après, si vous faites remarquer et que voilà, y a des gens qui vont faire ça pour vous, mais en tout cas, on débute toujours par tout faire soi-même, en tout cas. Oui, et puis c'est bien pour apprendre. Ouais, c'est top, c'est super intéressant. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit tiens, faut que je me forme, faut que ça. Et ça a apporté. Personnellement, en fait, je savais même pas que je pouvais passer des heures comme ça à aller écouter des sons, des souffles. Et je suis devenue super tatillonne. Hein. Au fur et à mesure, je me suis dit non, mais non, elle fait trop de et puis on entend son tic de langage, on entend tous les trucs qui vont pas. Et en même temps, moi, je trouve que ça permet. On se rend compte aussi du côté journalistique parce que on donne un angle, hein, forcément, quand on interviewe des personnes. On sait ce qu'on attend. Et c'est assez compliqué même pour soi-même parce que parfois les gens disent absolument pas ce que vous attendez. Donc je sais pas pour toi, mais l'interview c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est un exercice en fait à apprendre. Alors moi je suis toujours pas journaliste professionnel, mais c'est vrai qu'à force de faire des dizaines et des dizaines d'interviews, on se rend compte de comment mener une interview pour qu'elle elle dure 40 minutes et pas 3 heures. Comment faire comment faire en sorte que ce soit sur nos sujets et pas des hors-sujets. Enfin, voilà, y a des choses à faire. Et puis après, c'est un style. On peut avoir pas envie de faire une interview et faire des podcasts de conversation, par exemple. Ce que je fais. C'est un peu différent. Et puis au fur et à mesure... on peut avoir envie Enfin, moi, maintenant, je fais beaucoup de découpage, du documentaire, des choses comme ça qu'on peut apprendre. Et ce qui est bien aussi, c'est de se dire qu'on peut tout apprendre, finalement. Le podcast, c'est un média d'apprentissage non seulement pour l'auditeur, l'auditrice, mais aussi pour la personne qui le crée. Et on peut tout apprendre à partir du moment où on est passionné, on commence à se mettre dedans. Ça nous change la vie à nous. En tout cas, je pense que ça a un peu changé la vie. Et ça change la vie. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça change la vie des personnes qui nous écoutent, parce que c'est assez... C'est le but, hein. Après, c'est quand même le but, voilà, d'avoir en fait une répercussion sur la société, du moins sur les gens qui vous écoutent. Si on n'en a pas, c'est vrai qu'on arrête. C'est vrai que j'ai accompagné beaucoup de monde, des podcasteurs indépendants, du coup, qui créent leur podcast et qui, au tout début, c'est un enthousiasme... on est très enthousiaste pendant toute la partie de création, de lancement, de même, disons, les 6 premiers mois et la première année, parce que c'est tout nouveau. C'est un projet qui enthousiasme énormément parce qu'on apprend beaucoup de choses, comme tu disais, et on a des apprentissages qui nous motivent. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais il y a un moment où... on se demande quelle est la prochaine étape, parce que ça y est, on sait faire des interviews, on a une petite communauté et on a envie de la développer. Et en fait, souvent, la question qui se pose, c'est il faut que j'ai plus d'écoute, il faut que j'ai plus d'auditeurs, il faut que même j'ai un sponsor, etc. Et en fait, finalement, la réponse c'est compliqué, à ça, hein. Ouais. Moi, je sais que, mon avis à la réponse à ça, il y a des moyens d'avoir plus d'écoute, plus d'auditeurs. On peut toujours faire plus. Mais par contre, il faut trouver son... Je pense qu'à partir du moment où on trouve sa motivation personnelle, on va dire sa petite lumière dans chaque épisode ou sa motivation personnelle, ça peut être rencontrer à chaque fois une personne qui nous intéresse ou créer du lien avec l'invité et devenir... moi, je me suis créé un nouveau groupe d'amis grâce à toutes les personnes que tu rencontres au fur et à mesure. Mais en fait, c'est jamais... c'est ça, en fait, l'apprentissage du podcast, je pense, plus que les sous ou les... Après, non mais clairement, parce que du coup, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer avant. Enfin, moi, j'ai rencontré des écrivaines, des sociologues, des enseignantes, des personnes un peu dans tout le milieu, des cinéastes, et qui me parlaient justement de leur enfance. Et qui montrent aussi d'ailleurs qu'ils avaient eu exactement les mêmes parcours, peu importe le niveau social, peu importe le métier qu'ils font aujourd'hui. Dès la petite enfance, en fait, ils avaient vécu ces discriminations et que ça avait vraiment été aussi... qu'aujourd'hui encore, en fait, c'était prépondérant dans la façon dont ils travaillaient, quoi. Donc ça avait un réel impact dans leur vie d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est enrichissant.
Parfois, c'est décourageant parce que du coup, on se dit ouais merde, tout ça pour ça. En fait, non, ça change pas quoi. J'ai pas changé le monde en fait. non, mais c'est pas tant changer le monde, c'est de se dire ouais. Alors, des fois, on n'a même pas le même âge. Des gens qui ont 60 ans, de se dire mais donc en fait, elle a vécu ça. Voilà les stigmates, voilà le poids. J'ai vécu ça, donc je suis plus là. Et mes filles vivent ça encore. Putain, mais enfin voilà quoi, ça avance pas du tout quoi. C'est même pas ça a avancé un peu. C'est que limite mot pour mot, les choses étaient exactement, c'était la même chose. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, mais parfois c'est aussi démotivant. Et même aussi, enfin quand je parle de démotivation, comme tu disais tout à l'heure, de se dire comment on fait pour avoir plus d'écoute, comment on fait pour apporter quelque chose de plus au sujet. Parfois, on est très entouré et on peut être aussi très seul quand on travaille en étant indépendante. Moi, je suis indépendante. Du coup, je me questionne beaucoup aussi toute seule et j'avance aussi. J'ai l'impression d'avancer moins vite parfois. On se met un peu l'impression, on voudrait faire ça, faire ci, mais même si ça a beau être intéressant, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas le côté financier derrière, moi, quand je me déplace pour voir les gens, quand j'emmène mon matériel, je m'appelle pas, je sais pas, Arte quoi. J'ai pas les mêmes moyens, j'ai pas les mêmes financements, j'ai pas le même impact. Et parfois aussi, ça peut être usant, ça peut être un peu fatigant aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté. Il y a une fatigue à un moment donné quand c'est pas ton métier ou t'es pas rémunéré pour ça. Et du coup, il faut trouver la force ou la motivation, l'énergie pour continuer. Surtout sur ces sujets. C'est-à-dire que quand c'est un podcast engagé, contrairement à des podcasts qui peuvent se lancer en 6 mois et être rentabilisés, par exemple des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur la maternité, sur des podcasts qui sont nécessaires aussi, mais qui sont plus grand public et qui donc trouvent plus facilement des partenaires, quand tu dis grand public, c'est là où en fait ça pêche, parce que moi par exemple on m'a sorti une fois, c'est un podcast de niche. Mais je me dis, mais c'est comme si on disait à une personne, le féminisme, c'est un podcast de niche. Mais en fait, non, c'est un regard sur la société, quoi. Ce n'est pas un podcast de niche. Je ne m'adresse pas à des personnes noires, je m'adresse à toute la société. Et les enfants, par exemple, les enseignants, les éducateurs qui s'occupent des enfants, ils sont blancs, c'est tout le monde. C'est pas que... Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre aussi dans ce genre de choses. C'est que, en fait, même au sein du système podcast, il y a déjà... En fait, on rejoue les mêmes choses. Donc c'est quand même assez particulier, je trouve. Disons que le podcast est dans la société, donc on ne peut pas l'extraire de ses biais. Mais forcément, du coup, il y a un impact sur la façon dont notre podcast va être vu. Tout à fait. Les écoutes qu'ils vont faire, parce que automatiquement, les personnes qui vont écouter ce podcast-là sont les personnes qui vont être intéressées. Et donc, l'audience, alors je disais grand public dans le sens où il va être perçu pour être adressé au grand public. Un podcast sur l'entrepreneuriat ou sur le développement personnel, ça va être perçu comme adressé à tout le monde. Que tu sois noir, gay, blanc, tout le monde s'intéresse. En tout cas, tout le monde peut s'intéresser au développement personnel. Par contre, au racisme, il y en a qui pensent que c'est que pour les personnes qui ont subi le racisme. Et donc, il va y avoir déjà moins de personnes intéressées, donc moins d'écoute. Il va y avoir moins d'entreprises intéressées, donc moins de propositions de partenariat et donc moins de rémunération, voire zéro. Voilà, ça c'est clair. Mais quelle que soit la structure, d'ailleurs, qu'on soit indépendant ou même dans des grosses agences et studios. Je sais qu'il y a des gros studios qui font des podcasts très engagés, milliers d'écoutes, centaines de milliers d'écoutes, et pas de sponsors parce que c'est trop engagé, trop touchy. Les entreprises, elles veulent pas se faire attaquer alors qu'elles sont pas toujours clean sur tous les sujets. Donc elles veulent pas dire qu'elles font du greenwashing ou je sais pas si on peut dire du anti-racisme washing, mais voilà, c'est plus difficile. Donc il faut se motiver. Et moi justement, la solution que j'ai trouvée à ça, alors j'ai longtemps hésité parce que je voulais que ça reste mon bébé, mais demain je le transforme en association. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est pour ça, justement. Et pourquoi, justement, tu le transformes Pour cette raison-là, en fait, parce que je me sens très seule, parce que je ne passe pas tout mon temps dessus. En fait, le podcast, soit on se dit je veux en vivre et on fait tout ce qu'on a dans nos moyens, on passe notre temps 100% dessus, on essaye de le développer, de trouver un sponsor, de trouver un studio, par un moyen ou un autre, de se rémunérer. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Melting Pot. Je me suis rendu compte que en fait, j'y arrivais pas et que j'étais pas si motivée que ça de vivre que de ce podcast, parce que je suis intéressée par beaucoup de sujets, donc je voulais pas vivre que de ce podcast. Il se trouve que finalement, je vis du podcast, mais autrement, parce que j'accompagne des marques et des indépendants. Mais par contre, Asiatitude, j'aurais bien aimé le développer un peu plus financièrement au début, mais j'ai juste pas le temps. Je pense que je peux le faire,
Parce que, alors dans la culture asiatique, ce qui est très important, c'est la nourriture. Et en France, on en a des entreprises qui sont dans la nourriture, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les épiceries, que ce soit, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais j'ai juste pas le temps en fait de m'en occuper, et j'ai juste le temps de faire des interviews ou voilà des épisodes. Par contre, j'ai beaucoup d'ambition sur cet aspect impact en fait. Les raisons pour lesquelles je l'ai lancé, c'est pour l'impact envers les personnes qui écoutent. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rejoignait en fait la structure d'une association. Une association a un but public, non lucratif. Et mon podcast a un but non lucratif, et je ne fais que dépenser de l'argent pour lui. J'organise des événements, des expositions, j'organise des sessions d'écoute, on est invité dans plein de festivals, etc. Mais juste, je passe du temps, je mets de l'argent et je gagne rien. Et je veux toujours... Mon but, c'est pas de gagner de l'argent, mais au moins me rembourser en fait. Et donc avec l'association, il y aura au moins des adhésions qui nous permettront de rembourser ces organisations d'événements, etc. Et puis même payer, parce que je paye une ingénieure du son pour les épisodes. Et donc je la paye moi de mes économies en fait. Et donc j'aimerais bien que l'association. Donc du coup, je reviens quand même sur le fait, parce que toi et moi, on a la possibilité. Donc on disait tout à l'heure que c'est facile, il suffit d'avoir un enregistreur pour enregistrer. Mais en réalité, pas tant que ça. Il faut voir d'ailleurs qui fait des podcasts. Personnellement, moi, j'ai mis de l'argent en fait pour créer mon podcast, pour acheter le matériel, pour voyager, pour bouger, pour aller interviewer des personnes. Mais j'en connais d'autres, des personnes qui auraient bien aimé faire ça et qui clairement n'auront jamais la possibilité non plus en fait. Parce qu'il faut pour pouvoir dépenser cette énergie. Le temps que je dispose pour aller interviewer des personnes, ça veut dire que je peux me permettre de ne pas travailler pendant ces jours-là. Rien que ça. Pas avoir j'ai un autre travail à côté, mais dans le travail que je fais, je peux me permettre de prendre ce temps-là. La fatigue que je vais accumuler pour aller, je sais pas, à Lyon, j'habite à Bordeaux, je vais à Lyon, à Paris, je vais un peu partout, je vais en Belgique pour interviewer des gens en Allemagne. Il faut pouvoir le faire. Donc c'est vrai que c'est, malgré tout, je pourrais très bien faire par Zoom, mais il y a plein de choses en fait. Donc d'un côté, c'est quelque chose qui peut être très accessible, mais qui est vite, encore une fois, au bout d'un moment, va être très fermé et va en fait privilégier des personnes qui vont avoir les capacités de le faire. Donc j'ai pas du tout les mêmes problématiques qu'un étudiant par exemple, ou une personne qui a 3 travails. Donc j'ai quand même une disponibilité qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec toi à 100%, et aussi sur le fait qu'il faut de la disponibilité de temps pour le faire, un peu d'argent, même si c'est pas énorme, les montants qu'on doit... Quoique, moi je bouge, c'est énorme. Oui. Toi tu fais beaucoup de déplacements, c'est vrai. Moi je reste à Paris et voilà, je fais des visios. Mais, je suis bénévole. Je fais des vols. Mais à côté de ça, alors je reste d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et à côté de ça, on entend beaucoup, le podcast c'est un média quand même qui permet de donner la parole à des minorités qu'on n'a jamais entendues avant, et donc ça ouvre la porte à une expression qu'on n'avait pas connue non plus avant, et donc un accès à des nouvelles narrations, à un nouveau récit des personnes concernées sur leur sujet. Parce que souvent, aujourd'hui dans les médias, quand on parle des femmes voilées, il n'y a pas de femmes voilées qui parlent d'elles-mêmes en fait. C'est d'autres personnes qui parlent d'elles. Des femmes qui portent le voile, oui. Oui, qui portent le voile. Quand on parle souvent quand on parle de sujets engagés, polémiques, ou peu importe comment on va les appeler, mais des sujets qui concernent la société, on va dire sociétaux, c'est souvent pas les personnes dont on parle qui prennent la parole. Et donc sur les podcasts, c'est quand même un des atouts que j'y vois, même si c'est pas forcément les personnes qui vont pouvoir se rémunérer dessus, c'est que les personnes qui sont concernées par des sujets peuvent prendre la parole sans aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être journaliste, d'être repéré par une maison d'édition pour écrire un livre. Par rapport aux autres médias, en fait, tu t'achètes même pas. Tu prends ton téléphone, si tu as un smartphone, parce que je pense que la plupart des gens en ont, mais pas forcément. Tu prends ton téléphone, tu t'enregistres et tu peux prendre la parole. Il y a des hébergeurs de podcasts gratuits en fait en ligne. Tout à fait. Et donc tu peux quand même exister sans argent, sans investissement. Mais comme tu dis, pour après en vivre ou devenir un podcast de référence en France, là, il faut se donner le temps, les moyens, l'argent, la ressource mentale. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et on se rend compte que finalement, les podcasts qui émergent le plus sont souvent des podcasts des mêmes profils.
Donc, soit grande ville, parisien, entrepreneur ou journaliste. Enfin, on s'en rend compte parce que ça fait un moment qu'on est dans ce milieu-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Parce que plus on sera nombreux... Faut y aller. Faites vos podcasts. Ouais. Et plus ça percera, et plus on s'encouragera. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on ne se connaissait pas. Mais tout de suite, on a vu des symptômes crochus. En fait, on s'est dit... moi, j'avais dû commencer le podcast 1 ou 2 ans avant toi. Et quand je t'ai vu arriver sur dans le paysage, je me suis dit, allez, il faut qu'on soit solidaires. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des podcasts qui sont engagés. Et je me sentais un peu seule. Donc, il faut qu'on se tire vers le haut. Tire vers le haut. J'allais dire, je sais plus, il y a un truc avec les coudes, mais serre les coudes. Tirer vers le haut et se serrer les coudes. Et le podcast, c'est aussi un milieu très bienveillant, en fait. On est vraiment tous, alors je vais pas dire des bisounours, mais on s'aide tous les uns les autres. Donc, n'hésitez pas si vous avez ce projet de créer un podcast engagé. Et ce qui est bien aussi, du coup, nous, on a pu intégrer d'autres groupes de podcasts et rencontrer des personnes qui étaient déjà sur des podcasts, justement, qui étaient déjà très, très écoutés, très diffusés, et de bénéficier, du coup, de leurs conseils. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Donc, bénéficier du conseil des journalistes ou des personnes qui sont déjà dans le milieu, on va dire, depuis longtemps. Je voudrais quand même dire qu'il y en a aussi beaucoup des gens qui viennent du milieu du journalisme qui se reconvertissent dans le podcast maintenant. Oui. Du coup, il y a un peu deux profils. Il y a tous les profils journalistiques qui sont soit dans le journalisme depuis longtemps, mais qui trouvent plus de liberté dans le podcast. Plus de liberté ou juste un média, puisque, en fait, quand tu es journaliste, c'est très difficile aussi. Clairement. Journaliste pigiste, c'est pas un milieu évident. Et il y a tous les, on va dire, indépendants. Je préfère indépendants qu'amateurs, parce que c'est pas forcément amateur. C'est toutes les personnes qui ne sont pas du milieu journalistique et qui prennent la parole par passion. Et ce qui est bien aussi dans le podcast... Alors, je fais la pub pour le podcast. Mais en même temps, tu as raison. Mais c'est que ça fasse 4 ans qu'on en fasse ou 6 mois, on peut... alors, les jeunes dispersés, mais on peut, en fait, développer... Moi, je me considère plus jeune, je ne comprends pas tout ce qui se passe à la télé. Mais on peut en fait développer facilement. On peut développer sa communauté, on peut développer un discours, on peut être créer un média de qualité sans que ça fasse 4 ans, sans avoir été journaliste, sans vraiment. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire du tout. Faut avoir un sujet bien construit, des angles, un format, etc. Mais... Un sujet qui vous passionne d'abord, je pense. Et puis après, au fur et à mesure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au début c'est un peu le bazar, et puis au fur et à mesure on se perfectionne. C'est comme tout, quand on est passionné par quelque chose, et ça rentre plus facilement, et puis on prend aussi plus de plaisir après pour en apprendre un peu plus sur ce sujet, quoi. Et tu parlais des communautés tout à l'heure. Je sais pas, t'as fait comment justement pour développer ta communauté, toi? Alors, sur Instagram. Sur Instagram, beaucoup sur Instagram. Alors, tout le monde a son peut-être réseau social préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Twitter, des podcasteurs et podcasteuses. Il y a des gens qui sont sur LinkedIn quand c'est sur des sujets très professionnels. Moi, c'est Instagram, parce que j'étais personnellement sur Instagram. Il y a beaucoup de podcasts aussi sur Instagram. On peut y développer beaucoup de choses, en fait, que ce soit des vidéos, des audios, des citations des invités, discuter en story ou en message privé, en fait. Et donc, principalement, tous mes podcasts, en fait, j'ai développé les communautés sur Instagram, mais je trouve que c'est pas suffisant au bout d'un moment, parce que ça reste limité à ce qu'on poste et puis une interaction de temps en temps. Et du coup, là, avec l'association, on lance un Discord. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Discord. Maintenant, ça commence à devenir de plus en plus commun. Mais c'est on peut dire un forum en ligne qui permet en fait aux membres de discuter dans des canaux de conversation thématiques. Et je vais développer avec ça aussi. Moi, de mon côté, en fait, du coup, j'utilise Instagram, Facebook et un peu Twitter. Mais c'était même pas choisi. J'avais un compte Instagram depuis super longtemps. Je mettais pas grand-chose dessus. Je savais même pas utiliser. Et c'est vraiment au fur et à mesure, ça m'a permis d'apprendre aussi à gérer Insta, quoi. Et du coup, développé. Hein? T'as bien développé. Ouais, parce qu'on est passé en quelques mois, assez vite. En 6 mois, on a fait 2K, 3K, 5K, 6K. Puis là, on est à peu près à 11K. Et c'est vrai que ça s'est bien développé. Et on s'est rendu compte aussi, via les réseaux sociaux, qu'il y avait des gens qui n'écoutaient pas forcément le podcast, mais qui ont été interpellés par le nom du podcast et qui, tout de suite, justement, ça leur parlait. Et ça leur a permis de partager leurs expériences. Et du coup, pour les témoignages...
on a vraiment beaucoup de personnes qui viennent communiquer, faire un partage d'expérience et qui après réagissent par rapport aux épisodes via Instagram. Et je pense que moi j'ai pas beaucoup le temps non plus, je peux pas trop développer Discord et tout ça, mais vraiment Instagram, le développement des réseaux sociaux nous a permis de créer du lien, de créer ensuite après des ateliers en dehors, de se rencontrer, de faire des choses avec les personnes en fait qui nous suivaient et qui partageaient, qui avaient envie de partager leur expérience autour du podcast, quoi. Ouais, je suis d'accord avec le fait qu'il faut être sur un réseau pour communiquer avec son audience, parce que quand on a un podcast, j'ai accompagné des personnes qui avaient des podcasts, qui avaient des écoutes, mais pas d'espace où discuter, donc il n'y avait aucune idée de ce que les gens pensaient en fait. Et aucune idée de du coup ce qu'ils pouvaient améliorer, changer, ce qu'ils pouvaient garder parce que c'était intéressant. Donc communiquer avec les auditeurs, c'est important. Je vois que l'heure tourne. C'est bon, t'inquiète pas. Oui, vas-y, dis-moi. Tu voulais faire des questions avec le public? Ah oui, c'est vrai. On doit vous poser des questions. J'avais juste un petit truc en plus à rajouter. C'était sur la communauté. Ouais. Et du coup, j'ai perdu ma question sur le... Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus après peut-être. Ah oui. Du coup, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait commencer en étant un peu indépendante et indépendant avec une idée personnelle. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte en échangeant avec les gens qui nous apportent aussi d'autres questionnements qu'on n'avait pas. Et parfois, on ne va pas toujours là où on pensait aller. Par exemple, moi, je suis à la 3e saison, on va entamer la 4e. Et il y a des sujets, en fait, je les aurais absolument pas abordés comme ça, mais c'est avec les échanges avec les personnes de la communauté, en fait, Insta, qui nous ont dit, non, ça serait bien de faire ci, faire ça. Et ça vous enrichit et ça vous apporte, en fait, encore une fois, un autre angle de vue. Et ça, je trouve que le podcast, il sert aussi à ça. C'est pour ça que je disais, c'est important, en fait, que tout le monde se sente, que trouve son podcast, mais puisse... écouter, en fait, faire des recherches et essayer d'aller vers les choses qui ne sont pas naturelles. En fait, là, je parle par exemple de racisme, de discrimination à l'école. C'est quelque chose qui devrait toucher tout le monde, mais où ça serait peut-être pas naturel pour tout le monde d'aller voir. Donc, n'hésitez pas aussi à être curieux, d'aller écouter des choses où, à la base, vous vous dites tiens, j'aurais jamais écouté ça, quoi, en fait, parce que c'est comme nous, en fait, ça ouvre d'autres angles, ça permet d'apprendre d'autres choses. Et moi, des fois, je traîne sur des podcasts où j'écoute même de la méditation le soir j'écoute de ces trucs et je trouve ça génial, en fait, parce que c'est des trucs que j'aurais jamais fait, quoi. Ouais. Donc voilà. Je suis d'accord. À partir du moment où peut-être vous êtes sensible aux médias podcast, peut-être tester toutes sortes de sujets et de formats. Moi, j'ai écouté le Chip, par exemple, alors que c'est fait. L'idée, c'est de parler des expériences de personnes noires et la pop culture noire. Bon, je ne suis pas noire, mais c'était intéressant. Alors aujourd'hui, il est arrêté, mais je trouve que c'est bien de s'intéresser. Et le podcast, c'est le meilleur moyen, en fait, de le faire sur tout type de sujet. Et je rajouterais sur la communauté que non seulement c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'ils t'ont proposé des angles peut-être un peu différents de ce que tu imaginais. Moi, j'ai fini, en fait, à force de discuter avec eux sur Instagram, à les intégrer dans les épisodes. C'est-à-dire que les intégrer, vraiment, on les entend, en fait. Au début, je voulais faire, par exemple, j'ai fait un épisode sur le Nouvel An lunaire, qu'on appelle le Nouvel An chinois. Et au début, je voulais parler de mon expérience, de ce que je trouvais qui était intéressant dans mes souvenirs de cette célébration-là, et un peu casser des clichés pour montrer ce que c'est vraiment, pourquoi on le fête. Et en fait, je me suis rendu compte que mon expérience n'était pas forcément celle de tout le monde, forcément, c'est que la mienne. Et du coup, j'ai posé la question à la communauté sur Instagram, et il y a 4 personnes qui ont répondu, et je leur ai demandé, vous pouvez vous enregistrer, et j'intègre ça dans l'épisode. Et finalement, ça a fait 4 témoignages plutôt que le mien. Et ça peut être aussi intéressant. Voilà. Donc c'est un super outil à découvrir, et n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez des questions, d'ailleurs. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous avez découvert les podcasts en premier lieu? Parce que du coup, pour penser à créer un podcast, je pense que vous avez dû le découvrir avant. Et la deuxième chose, c'est est-ce que l'impact personnel sur vos vies, qui est questionné juste là, est-ce que c'est le fait que ça puisse avoir un impact sur les gens, ce que vous faites, ou peut-être autre chose? Alors, comment j'ai découvert l'outil podcast? Alors moi, c'est un truc toujours qui me fait rire, parce qu'apparemment, ça vient des États-Unis. Non, là encore une fois c'est problématique, pour moi. Nous, le podcast, moi je viens de Madagascar, j'écoutais des podcasts, j'avais 5, 6 ans, 4 ans.
Ça s'appelait Tintar. C'est pour ça mon entreprise s'appelle Tintar aujourd'hui. Ça, encore une fois, quand on a un regard auto-centré, on s'empêche d'observer ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parfois, on a l'impression d'inventer des choses qui existent déjà. Donc non, ça ne vient pas des États-Unis. Il y a d'autres pays qui ont fait du podcast bien avant. Ça n'a peut-être pas été commercialisé, ça n'a pas été économiquement pensé de cette façon. Mais moi, par exemple, dans ma famille, j'ai toujours écouté des podcasts. Et par exemple, j'en écoute encore des podcasts qui viennent de Madagascar, qui viennent d'un peu partout ailleurs, parce qu'on a aussi une tradition de l'oralité. Et des histoires, des podcasts de fiction, par exemple, j'en écoute depuis très longtemps, quand j'étais petite, quoi. Et si en étant, donc du coup, avec cette habitude-là, ayant été éduquée culturellement avec le podcast, j'ai toujours écouté des podcasts. Et après, quand j'étais au Vietnam, pendant les 8 années, je me tenais informée des choses en écoutant le podcast un peu partout. Et puis quand je suis rentrée en France, en fait, je me suis dit, ah tiens, il y a beaucoup de podcasts en France, donc ça a été un peu naturel, c'était un glissement pour moi. Ouais, c'est un peu différent. C'est plus classique par rapport à l'essor du podcast en France, je dirais, qui est arrivé vraiment en 2016-2017. Alors, il y en avait en 2004 avec Arte Radio, mais à ce moment-là, on ne les appelait pas podcasts. Et du coup, 2016-2017, il y a eu les premiers studios de podcasts natifs, comme on appelle ça maintenant. Et je les ai découverts tout simplement sur YouTube parce qu'ils les avaient mis sur YouTube. Moi, j'étais sur YouTube. Et donc, ils avaient mis l'audio sur une vidéo YouTube. Et je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'image. Je regarde la description, je vois qu'il y a marqué podcast. Je vais sur mon application de podcast et je m'abonne. Et c'est comme ça que j'ai découvert le podcast, en fait, via YouTube. Et la deuxième question, je ne sais pas si tu veux répondre. Comment le podcast m'a aidé dans ma vie personnelle? Cette question, j'étais pas très à l'aise à la base dessus parce que voilà, quoi, j'avais pas envie d'apporter non plus des choses de ma vie vraiment personnelle. Mais bien sûr que ça vous aide dans le sens où ça vous apporte, ça vous enrichit. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où vous rencontrez des nouvelles personnes, vous interrogez, vraiment tout ça, ça m'a vraiment permis, puis ça, même de penser mon engagement différemment, parce que c'est pareil, moi je ne suis pas venue en me disant je suis engagée, je sais pas du tout, je sais pas militante, même quand les gens nous disaient ah c'est un podcast militant, mais pendant toute la première année j'ai dit bah non, c'est pas, je sais pas, j'avais pas l'impression de faire du militantisme en fait, et voilà, donc en fait c'est vraiment les rencontres, les échanges. Et le fait d'avoir découvert aussi d'autres podcasteurs et d'autres sujets, quoi. Ça m'a apporté pas mal. Et toi? Ah bah moi, je suis peut-être beaucoup plus radicale que toi sur ma réponse, c'est que le podcast a changé ma vie. Vraiment. Du tout au tout, c'est-à-dire que du moment où je l'ai découvert à aujourd'hui, j'ai changé de vie. J'étais avocate et aujourd'hui, je ne le suis plus. Je produis des podcasts. Je pense que j'étais pas forcément fière au quotidien de ce que je faisais, ni alignée dans le sens de ma vie, ce qu'on appelle aujourd'hui la quête de sens au travail, et aujourd'hui je le suis totalement. Je me sentais pas du tout engagée, je me sentais pas sûre de moi sur aucun sujet. J'étais la personne qui, dans une conversation, va dire oui à tout ce que les gens disent, même si je pensais pas, juste pour être d'accord. Aujourd'hui, je suis plutôt très engagée, je l'affirme. Je suis militante, écolo, féministe, antiraciste. J'ai aucun problème à le dire parce que ça m'a fait changer complètement mon regard sur l'engagement. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, je me retrouve pas mal dans ce sujet-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on arrête? Parce que je crois qu'on a beaucoup débordé. Non, il n'y a plus de questions, hein, c'est bon. Non. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.